On pourrait considérer mon travail comme un ensemble de questions. Je donne à vivre et à voir, à découvrir des situations singulières. Je n'apporte pas de réponse. J'utilise des médias qui vont de la réalité virtuelle à la vidéo ou de la vidéo à la réalité virtuelle et qui vont aussi de l'installation urbaine jusqu'au parfum, par exemple, ou à la photographie. Autrement dit, je reste très ouvert par rapport au médium que je vais utiliser, et ceci tout simplement parce que je privilégie le contenu et l'intention. Donc je ne suis pas dans la démonstration technologique. Pour moi, le paysage est une question importante, surtout, pourquoi pas le paysage augmenté. C'est une question importante parce qu'il est à définir comme un terrain de rencontre ou un terrain de conflit. En tant que terrain de rencontre, on pourrait prendre l'expérience proposée aux visiteurs du Centre Pompidou et du Musée d'art contemporain de Montréal en 1995, quand je leur proposais de creuser un tunnel pour se rencontrer les deux côtés de l'Atlantique. Le tunnel n'existait pas. Le tunnel s'est construit au cours de ce creusement et on découvrait, en creusant dans la culture commune de la France et du Canada, des fragments de la mémoire commune qui servaient comme autant de prétextes à la rencontre. Le délai apporté au creusement, c'est-à-dire qu'il a fallu 5 jours pour réussir à se rencontrer dans ce creusement virtuel. Alors évidemment, la technique employée était la réalité virtuelle. Eh bien, le délai pour se rencontrer était d'une certaine manière la distance qui caractérise, qui définit ce paysage, qui définit les contours de cet espace. Néanmoins, ce que l'on découvre, c'est la trace de notre présence dans ce monde. On a défini le monde et on a laissé une trace. Et chaque creuseur successif venait laisser sa trace comme une contribution comme ça à une rencontre, contribution en rencontre entre deux pays, deux continents, mais aussi deux personnes. Et c'est ça, je crois, dans certains cas, qui était encore plus émouvant. Le tunnel sous l'Atlantique, donc, a constitué comme ça un jalon significatif dans l'histoire de la réalité virtuelle, mais aussi et surtout, je crois, de la virtualité dans l'art. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau élevé, je crois, de potentialité. Les choses n'existaient pas, l'espace n'était pas préconstruit. On n'a pas visité un monde qui a été prédestiné. On n'a pas rencontré les images qui avaient été organisées préalablement. On a donné une forme à ce monde par son expérience de rencontre. Et cette forme-là a permis de découvrir et de dévoiler des fragments de passé, des fragments de culture. J'ai creusé ensuite d'autres tunnels, comme le tunnel Paris-New Delhi, 2 ans plus tard. Aussi les tunnels autour du monde. En 2012, donc, qui ont connecté à la fois San José en Californie, la Biennale 01, la SAT à Montréal, le musée d'art contemporain de Séoul, et la School of Creative Media, où je suis à Hong Kong. Donc ces 4 lieux ont permis de se rencontrer de différentes manières et ont permis de découvrir aussi, dans ce cas-là, une autre forme d'obstacle, qui est en fait la matière de la culture et des musées français qui était en fait très souvent inconnue sous ces climats. L'année dernière, l'exposition Just Dig It donnait à voir 5 tunnels. 5 tunnels différents que les visiteurs ont pu creuser, et ces tunnels donnaient à creuser autant d'obstacles. Ces obstacles étaient de nature différente. Le Colors Tunnel considérait la couleur comme obstacle, mais c'était la couleur souvent associée à une ville. Donc je prends Hong Kong jaune, Hong Kong rouge, Hong Kong bleu, Hong Kong noir, Hong Kong gold. Et j'obtiens une série d'images qui viennent du web, et ces images vont constituer des obstacles avec ce que représente de symbolique le fait d'associer par exemple Yellow and Hong Kong, c'est-à-dire probablement des références à la Umbrella Revolution, c'est pas tellement une révolution, mais on va dire le mouvement des parapluies, et Hong Kong rouge, évidemment, le lien entre le drapeau hongkongais et le drapeau chinois. Donc tout ceci, en fait, renvoie à des réalités politiques qui constituent très souvent
des bases d'obstacles à la rencontre. Borders Tunnel, c'est le tunnel des frontières. Là, nous sommes carrément à creuser dans des images qui viennent du web et qui associent le nom d'un pays avec le mot borders. Et là, évidemment, les images sont très similaires, en fait. Très souvent, des images de guerre, des images de soldats, des images de murs, des images de... je ne sais pas s'il n'y avait pas encore le débat sur le Mexique, mais en tout cas, grande similarité dans les images que l'on obtient en faisant ce type de recherche. Et donc là, le public était invité à creuser dans ces images de frontières qui font obstacle pour se rencontrer. D'autres espaces, d'autres paysages de rencontres sont ceux créés par ce que j'appelle la mémoire rétinienne collective. La mémoire rétinienne collective, c'est quand je propose, par exemple, en 2000, au Centre Pompidou, dans Art Impact, au public de regarder une exposition d'art, La beauté en Avignon, et de peindre par ce regard un paysage qui est l'expérience du regard. Autrement dit, notre regard fonctionne comme une bombe de peinture, une airbrush, et va peindre tout ce sur quoi nous nous sommes arrêtés. Mais comme les autres peuvent aussi regarder, découvrir, eh bien, on crée une sorte de palimpseste qui est la succession des regards sur les différentes œuvres. Et seul ce qui a attiré notre attention, évidemment, persiste. Mais persiste juste le temps que quelqu'un d'autre vienne, regarde et efface. Dans un travail comme Cosmopolis, en 2005, grâce à 12 télescopes, j'ai donné l'occasion à 12 personnes simultanément de regarder 12 villes. Et leur regard venait à son tour se peindre sur un grand panorama central de 25 mètres de diamètre. Et on pouvait, chacun son tour, regarder différents panoramas urbains, des panoramas qui parlaient un petit peu du développement urbain, d'autres paysages qui étaient les paysages en construction, donc du paysage urbain encore. Mais mélangeant les 12 vues des 12 télescopes par les 12 voyeurs-regardeurs, eh bien, un tableau dynamique se faisait qui faisait qu'on ne pouvait pas forcément nécessairement identifier une ville, mais on avait quelque chose qui était la construction des regards, la construction par le regard. Un peu comme si la ville n'existait que si on la regarde. Le paysage est un espace de rencontre, mais c'est aussi un espace de conflit, un espace de confrontation. Et donc dans WorldSkin, un safari photo au pays de la guerre, je donne la possibilité d'explorer un paysage en réalité virtuelle. Ce paysage en réalité virtuelle nous présente un paysage de guerre fait d'images qui ont été découpées, d'images de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Bosnie. On circule dans ce paysage, mais en fait, comme on est en petit groupe, on a la chance d'avoir des appareils photos. Et avec ces appareils photos, eh bien, on fait des photos au pays de la guerre. Et ces photos donc, vont effacer de la scène ce qui a été pris, ce qui a été capturé, qui sera ensuite imprimé sur l'imprimante. Donc à la fois on crée de la mémoire et en même temps on efface la mémoire. On efface la mémoire d'une certaine manière, mais on laisse aussi des fantômes. Donc les silhouettes de ces découpages des deux guerres que j'ai évoquées, eh bien, vont venir hanter le paysage. Et évidemment, progressivement, on comprend bien qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, mais qu'on est dans une forme de découverte où progressivement notre appareil photo produit un son d'arme à feu. Donc on est dans la destruction alors qu'on espérait être dans la construction de mémoire. Par définition, le paysage est augmenté. Le paysage est augmenté par l'homme. C'est de la nature augmentée. Il est rare que l'on parle de paysage quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas du tout altéré par l'homme. Donc d'une certaine manière, cette modification, c'est le résultat de traces historiques ou d'une intention, dans le cadre d'un jardin paysager par exemple. Dans le paysage virtuel, celui qui aurait été construit pour la réalité virtuelle, eh bien là, on est bien dans un univers entièrement symbolique qui est bien entièrement produit par l'humain. Ce paysage-là, il n'est pas nécessairement à l'image du monde réel,
mais il peut être plutôt, il devrait être plutôt, comme quelque chose qui manifeste clairement une intention artistique, l'intention de l'auteur. Mais c'est aussi un terrain de rencontre dans la mesure où c'est l'intention de l'auteur combinée à l'intention du visiteur qui permettent au sens de se révéler, d'apparaître, de s'exprimer. Concernant Upline Price, je trouve que c'est assez amusant d'inverser les modèles de reconnaissance. Dans le monde de l'art, c'est le commissaire unique qui fait son choix. Ici, on est dans une situation un peu différente parce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est le public qui choisit le commissaire.